Bonjour à tous. Je vais d'abord me présenter. Mon nom est Christopher Mamboula. Je suis responsable de programme avec Médecins sans frontières France et je suis basée à Paris. Et je vais animer le webinaire d'aujourd'hui. On aura aujourd'hui, la session va s'organiser autour de 3 présentations qui seront suivies de questions-réponses. Et parmi les participants, si certains veulent partager leur expérience également, on pourra avoir une discussion à ce sujet. Chaque présentation va durer à peu près 10 minutes et ensuite vous pourrez leur poser vos questions. Un petit rappel, ce webinaire est co-organisé par le groupe de travail sur le VIH de MSF. Donc, à Médecins sans frontières, on a un groupe de travail qui rassemble des experts qui travaillent sur les différents aspects de la prise en charge du VIH. On a parlé de politique, de stratégie en termes d'avancement et de progrès sur la gestion du VIH. Et donc, nous co-organisons ce webinaire. C'est le premier d'une série de 3 webinaires et on va parler de l'engagement historique de MSF vis-à-vis du VIH et les défis auxquels on est confronté dans cette gestion. On va d'abord aborder les priorités sur lesquelles MSF met l'accent depuis ces dernières années par rapport au VIH. L'un de ces piliers, c'est la prévention. On va parler également des populations négligées, y compris les enfants et les personnes pour qui les différents traitements ne fonctionnent pas. Et au-delà de tout ce que l'on fait, il y a des gens, des patients qui vivent avec le VIH et donc on va parler également de leur qualité de vie parce que ils doivent pouvoir vivre leur vie et rester en bonne santé malgré le VIH. Donc, bien évidemment, selon le contexte dans lequel on se trouve, cela va avoir un impact différent sur la manière dont on traite les patients, dont les patients ont accès aux soins d'une manière qui leur soit bénéfique. Donc, je vais on va essayer de partager ensemble ces différentes expériences. Je ne vais pas plus attendre. Je vais vous présenter la première présentation qui nous sera faite par Jihan. Elle est située dans l'épicentre et elle a beaucoup travaillé sur le VIH dans l'Afrique de l'Est. Elle a réalisé beaucoup d'évaluations sur les modèles de soins de santé et elle va elle a fait cela pour apporter des solutions pour les modèles de traitement différenciés. Donc, Jeanne, je vais vous laisser la parole. Merci pour l'introduction, Chris. En effet, je suis épidémiologiste pour Épicentre et MSF. Et donc, je vais vous présenter sur 2 modèles de prestations services différenciés dans 2 contextes. Merci. Donc, comme je vous disais, je vais vous présenter l'évaluation de plusieurs modèles de prestations de services VIH différenciés que nous avons mis en place, enfin MSF, à Goma en République démocratique du Congo et à KCC en Ouganda. Alors, pour contextualiser rapidement sur la situation VIH dans le monde, aujourd'hui, le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde s'élève à plus de 38 millions de personnes, dont plus de 25 millions en Afrique subsaharienne. Dès les années 2010, les Nations Unies, avec l'OMS, ont proposé plusieurs stratégies de prise en charge dans l'espoir d'endiguer cette pandémie en 2030. Donc, en 2014, les Nations Unies ont proposé les objectifs 90-90-90, que je ne vais pas détailler aujourd'hui. C'est une cascade de soins que l'on voit ici sur la droite de la diapositive et qui pourrait permettre de mettre fin à cette pandémie.
Au milieu des années 2010, les recommandations ont été de mettre sous traitement toute personne qui était nouvellement diagnostiquée positive à l'infection par VIH. Et en 2016, les recommandations étaient de déployer le plus possible ce que nous appelons donc les prestations de services différenciés du soin VIH, dont je vais vous parler moi aujourd'hui. Alors, ces prestations de services différenciés sont en fait un panel d'approches de prise en charge centrées sur les soins qui simplifient et adaptent les services liés au VIH aux préférences et aux besoins des personnes vivant avec le VIH. Donc, comme Chris nous disait, aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qu'est le soin centré patient. Donc, je vais tenter de vulgariser rapidement, mais ce qu'est ce package de différentes approches qui est au centre des différents aspects qui, en fait, remplissent la prise en charge VIH. Il y a la personne qui vit avec le VIH, et donc pour différents aspects, tels que le test en laboratoire, l'accès au traitement, le conseil, le soutien, nous allons demander à cette personne quelles sont ses préférences en termes de lieu, en termes de personnes qui prodiguent les soins ou en termes de temporalité, afin d'adapter au mieux l'approche et la propre prise en charge de cette personne. Ces nouvelles approches permettent au système de santé de réaffecter les ressources, qui, on le sait, sont parfois limitées, pour donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, donc, comme je vous disais, il s'agit donc de plusieurs approches, plusieurs modèles. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler du modèle de soins différenciés le plus connu et je pense le plus implémenté dans le monde, qui est en fait la prestation différenciée de traitement antirétroviral. Donc, c'est un aspect clé de la prise en charge VIH des patients et qui donc va impacter l'observance des patients sous traitement, donc le deuxième pilier de la cascade de prise en charge, et de facto, leur statut virologique. Donc, pour cela, je vais vous présenter deux expériences de Médecins sans frontières France, de prestations différenciées de traitement antirétroviral, le premier dans une zone urbaine et le deuxième dans une zone rurale. Alors, le premier, donc en zone urbaine, à Goma, en République démocratique du Congo. Pour rapidement contextualiser la situation VIH au niveau national, la prévalence s'élève à 1,2%. Le pays a très vite mis en place la décentralisation et l'intégration des activités VIH dans tous les aspects, donc dans tous les services de santé au niveau national, avec l'implémentation de la stratégie Test and Treat que je vous expliquais plus tôt. Et en 2018, le pays a développé un plan opérationnel afin de déployer au niveau national les prestations de services différenciées, les prestations de services VIH différenciées. Donc nous, aujourd'hui, nous allons parler de Goma, qui se situe donc dans le nord Kivu. Alors, comment s'intègre l'intervention de MSF dans Goma? Donc, très rapidement, au niveau de la prise en charge VIH, MSF a collaboré avec le ministère de la Santé et pour la prise en charge et améliorer donc la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH à Goma. Et donc, en mars 2021, MSF a apporté un support au ministère de la Santé sur l'implémentation des prestations différenciées de traitement antirétroviral. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que sont donc ce qu'on appelle les community heart groups, qui sont une partie de ces prestations de délivrance du traitement. Donc, lorsqu'un patient est considéré comme stable cliniquement, on lui propose, il peut prétendre à différentes façons pour obtenir son traitement. Une fois tous les 3 mois, un patient vivant avec le VIH considéré stable doit aller chercher son traitement. Donc, nous proposions à chaque patient remplissant ces critères d'éligibilité, soit de continuer le suivi classique auquel il faisait face depuis plusieurs années, donc en allant au centre de santé, ou bien d'intégrer un groupe communautaire, qui est donc un groupe de plusieurs personnes vivant avec le VIH et dont une personne qui est définie va tous les 3 mois aller chercher le traitement pour tout son groupe. Donc, nous proposions cela. Et dans le cadre donc de cette stratégie, nous avons évalué ce modèle de prestation en communautaire 1 an après son implémentation. L'objectif était de l'évaluer en mesurant différents indicateurs clés dans la prise en charge et également en documentant la satisfaction des personnes vivant avec le VIH. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler seulement de 2 outcomes d'intérêt qui sont donc la rétention dans les soins, combien de personnes nous avons maintenues dans les soins 12 mois après leur intégration dans un groupe communautaire, et la satisfaction qu'ils nous ont rapportée. Donc, pour le premier outcome, nous avons mesuré la rétention dans les soins de ces personnes avec une analyse Kaplan-Meier. Donc, sur la droite de la diapositive, il s'agit de la courbe du nombre de personnes qui sont toujours dans les soins 1 an après avoir intégré le groupe communautaire.
À 6 mois, donc, nous avions 90% de ces personnes qui étaient toujours dans les soins et à 1 an, 96%. Donc, nous sommes dans une mesure très satisfaisante et d'ailleurs au-dessus des proportions de rétention dans les soins que nous avions avant la mise en place de ce modèle. Nous avons également administré un échantillon de cette cohorte, un questionnaire sur leur satisfaction sur des aspects clés, que je ne les présente pas tous ici, j'en ai gardé que quelques-uns, sur les aspects clés du groupe communautaire, tels que la qualité d'échange avec les autres membres, la confidentialité dans le groupe, le support mutuel, le renouvellement du traitement, le suivi de monitoring de leur charge virale et l'organisation du groupe. Donc, comme nous pouvons voir, une grande proportion, donc ici ce sont, visuellement nous le voyons, mais nous l'avons également déterminé statistiquement, qu'une grande majorité de la cohorte était ou satisfaite ou très satisfaite de ces différents aspects du groupe communautaire. Maintenant, à KCC, qui est une zone rurale en Ouganda, nous avons également mis en place ce type de modèle. Donc, je contextualise également rapidement la situation VIH sur le pays. L'Ouganda a une prévalence est l'un des pays qui connaît un des fardeaux les plus importants du VIH sur le continent africain, avec presque 6% de prévalence VIH. Toutefois, le pays a atteint les objectifs 90, 90, 90 il y a de nombreuses années. Donc très rapidement, afin de réduire le volume de patients dans les structures de santé, le pays a souhaité développer différentes stratégies pour apporter en priorité le soin aux personnes qui étaient le plus en besoin. En 2016, le pays a mis en place le test and treat et également a déployé au niveau national les modèles de prestations différenciés. Donc nous avons travaillé à KCC qui se trouve ici dans le sud-ouest du pays. Donc, comment l'intervention d'MSF s'inscrit dans ce contexte? Dès 2017, Médecins sans frontières et le ministère de la Santé ont fourni des soins VIH de haute qualité aux communautés de pêcheurs, qui est la communauté la plus importante dans cette zone du pays. Une étude anthropologique que MSF avait soutenue en 2016 a d'ailleurs mis en évidence que la nature mobile de ces communautés de pêcheurs et donc l'accès limité à des sites de délivrance des traitements antirétroviraux étaient deux obstacles majeurs à la suppression virale de ces patients, qui est, nous le savons, l'indicateur clé pour une bonne prise en charge d'un patient. Donc c'est pour ça que MSF a très vite, en 2018, soutenu le ministère dans le déploiement de 2 modèles de délivrance des ARV, des antirétroviraux. Il y en a plusieurs. Le ministère de la Santé ougandais a déployé pour la délivrance des traitements antirétroviraux plusieurs stratégies, mais MSF s'est intéressé, en tout cas a soutenu le ministère dans 2 modèles spécifiques. Le premier, qui s'appelle le Fast Track Drug Refill. Littéralement en français, on dit la recharge accélérée de médicaments. En fait, on propose à un patient stable de continuer à aller chercher son traitement à la clinique, mais en ayant, si on peut dire, une sorte de coupe-fil, c'est-à-dire en lui évitant le temps d'attente dans la salle d'attente et donc en allant directement en coupe-fil à une pharmacie récupérer son traitement. La personne pouvait choisir d'avoir son traitement via ce modèle-là ou un autre modèle qui est donc le modèle communautaire que je vous ai présenté déjà pour le Congo. Donc nous avions comme objectif d'évaluer ces 2 modèles en comparant d'abord les caractéristiques des patients qui choisissaient l'un ou l'autre pour savoir si on observait une différence des caractéristiques individuelles dans le type de stratégie choisie par le patient et en mesurant des outcomes, différents outcomes, indicateurs clés de la prise en charge. Comme pour Goma, je vais vous présenter la rétention dans les soins à 12 mois de cette stratégie et la satisfaction des patients. Donc, la rétention dans les soins à 12 mois est présentée ici. Donc, je ne la présente pas à 6 mois comme pour le Congo, mais à 12 mois pour chacun des 2 modèles, le coupe-fil ou le modèle communautaire. Et donc, à 1 an, 91% des personnes qui avaient choisi le coupe-fil étaient encore dans les soins et 97% des patients qui avaient choisi le modèle communautaire étaient encore dans les soins. On est encore au-dessus des indicateurs de rétention que nous observions auprès de cette communauté mobile avant l'implémentation de cette stratégie. Enfin, nous avons documenté, non pas par un questionnaire, mais par des entretiens individuels ou de groupe, la satisfaction des professionnels de la santé et des patients. Pour les personnes qui avaient choisi le modèle communautaire, nous avons observé une perception très positive et des patients, mais également des professionnels, sur moins de transport à utiliser, un temps d'attente qui était minimal et pas besoin de se présenter dans les structures qui parfois sont très chargées. Donc, je vais vous lire une verbatim qui est donc d'un patient homme qui a choisi le modèle communautaire et qui représente un peu tout ce que nous avons pu observer dans cette évaluation.
J'aime tellement cette initiative que même lorsque je suis absent, je peux recevoir mes médicaments. Et une autre chose est que lorsque je suis occupée avec mon commerce de poissons, ils apportent toujours mes médicaments à mon domicile maison. C'est pour ça que j'aime le groupe communautaire. Et pour les patients qui avaient choisi le coupe-fil, également une forte satisfaction a été mesurée sur la qualité de soins et sur le contact qui était quand même maintenu avec des professionnels de la santé. Et donc, je vais vous lire une verbatim qui englobe bien ce que nous avons observé, qui dit: je n'ai aucun problème dans la façon dont j'obtiens mon traitement, car à mon arrivée à l'établissement, peu importe que ce soit un jeudi ou un samedi, nous pouvons faire le plein le mardi, le mercredi, le vendredi. Nous qui recevons des traitements antirétroviraux, ils nous traitent très très bien. Vous ne trouverez personne qui se plaint des services de cette façon, d'après ma propre observation. Il s'agissait d'une femme. En conclusion, même si de grands progrès ont été réalisés dans la lutte contre l'épidémie de VIH ces dernières années, une approche universelle de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH n'est plus adaptée, nous le savons. Les résultats de ces évaluations soulignent que les services différenciés, lorsqu'ils sont adaptés aux communautés, maintiennent une rétention élevée dans les soins et même parmi des communautés très mobiles. Et nous avons également observé une forte acceptabilité. Donc les modèles de soins différenciés, en particulier les groupes de traitement communautaires, ont été acceptés par les clients séropositifs lorsqu'ils ont été mis en œuvre par MSF sur ces deux contextes. Je tiens à remercier très chaleureusement Dr Franck Lutu et Dr Carole Liu qui ont coordonné ces deux études sur les terrains, qui je l'espère sont présents aujourd'hui, également les participants aux évaluations et toutes les équipes de coordination de Médecins sans frontières, et vous pour votre attention. Merci. Thank you very much, Jihan. Merci beaucoup, Jeanne. Merci pour cette présentation. On va passer à la présentation suivante. Comme je l'ai mentionné précédemment, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez commencer à les écrire dans la section questions et réponses de Zoom. La présentation suivante, qui va être faite par Paola, va porter sur la présentation de l'unité de prise en charge des maladies chroniques à Malacca, à Malakal. Paola est experte en médecine interne et elle a beaucoup d'expérience dans les personnes vivant avec le VIH et le diabète. Elle fait partie de MSF depuis 2018. Elle a travaillé dans différents contextes, en Colombie, en Inde, dans certains pays d'Afrique subsaharienne comme l'Afrique comme la République centrafrique et le Sud-Soudan. Et elle travaille actuellement comme référente VIH tuberculose chez MSF Espagne et elle soutient les activités actuelles de MSF par rapport au VIH. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. On va donc commencer par l'unité de soins chroniques, la CCU. En quoi consiste cette unité? Okay. So the chronic care unit is a people-centered unit that aims to optimize chronic care, decrease morbidity and mortality, and improve the quality. L'unité de soins chroniques a l'objectif d'améliorer la qualité de vie des patients et, par exemple, diminuer la stigmatisation et renforcer également l'auto-traitement. Très souvent, les patients ont des comorbidités et dès qu'ils ont une pathologie, ils sont plus exposés au risque d'avoir d'autres pathologies, par exemple VIH associé à la dépression et également au problème des poumons, ce qui a un effet négatif dans le traitement chronique. Donc, voici un modèle intégré pour la gestion des pathologies chroniques à l'intérieur de MSF, des projets MSF. Voilà. Donc,
voici ce qu'on fait à l'intérieur de cette unité de soins aux maladies chroniques. Donc, on traite l'hépatite, la tuberculose, les maladies non transmissibles. Et certaines de ces pathologies sont négligées dans certains contextes, par exemple le diabète, l'épilepsie. Également, il y a les pathologies qui concernent la santé mentale et également la drépanocytose que l'on peut retrouver dans certains contextes. Et on a une approche transversale et dès qu'il y a une complication, par exemple, avec un patient avec VIH est plus exposé au risque d'hypertension. Voilà pourquoi on travaille également dans la planification familiale et on considère les spécificités de traitement pour les femmes enceintes. On essaye de donner également un soutien mental et donc c'est une approche intégrée avec une assistance aux consultations, on pense à la santé mentale. Encore quelques problèmes à faire défiler la diapo. Voilà. Alors, pourquoi Malakal? Pourquoi on a choisi Malakal pour le déploiement de cette unité? MSF Espagne travaille à Malakal dans différents contextes, par exemple la prestation de différents soins dans différentes régions, mais par exemple, on fait des activités de traitement et nous nous occupons énormément de maladies chroniques. Par exemple, on offre des consultations pour les maladies chroniques. C'est une prestation très fréquente et il y a un taux de mortalité qui à la hauteur de 70% pour les hospitalisations. Il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'autre façon pour savoir quelle est la perception de la communauté. On fait des enquêtes. La plupart des ressources sont déjà mises en place au niveau de projets. On souhaite un soutien pour la gestion des maladies chroniques, mais nous avons un programme pour VIH, tuberculose et après, en silo, on a un programme qui concerne la santé mentale. Donc, on n'a pas vraiment d'approche holistique intégrée. Et il peut y avoir, par exemple, des complications cardiovasculaires, mais les patients n'ont pas vraiment de suivi. Donc, si on parle d'intégration, on s'est rendu compte qu'il y avait ces patients avec VIH qui faisaient une consultation. Après, ils étaient hospitalisés pour des complications cardiovasculaires et après, il n'y avait pas de liaison du tout avec le programme VIH et cela pouvait avoir un impact sur la condition, la qualité de vie du patient au niveau de la santé mentale. Et la raison était qu'il y avait cette approche en silo, il n'y avait pas vraiment d'approche intégrée. Alors, Malakal, avant la CCU, les patients, on a vu que les patients avaient des problèmes au niveau de la stigmatisation. Il n'y avait pas de confidentialité parce que les patients devaient aller de façon spécifique au département VIH santé mentale. Et donc, cela allait empirer la condition de la stigmatisation. Et il n'y avait pas de suivi après la sortie de l'unité pour maladies chroniques. Et il y avait une approche plutôt verticale. Le soin chronique peut être mis en place grâce à une approche centrée sur le patient et acceptée par le personnel et la communauté. Cela peut améliorer la qualité de vie du patient. Le soin chronique est fourni dans une cascade de prévention, de suivi, et donc on fait des diagnostics, on pose des diagnostics, on fournit également des soins palliatifs si nécessaire.
quelle est la cible de l'unité de soins chroniques CCU? Donc, tout type de patient qui a une condition chronique et on ne fait pas de distinction au niveau du sexe et de l'âge. Donc, même des femmes enceintes, des adultes, des enfants, il n'y a pas de distinction. Et donc, voici le contexte CCU. Nous avons organisé des différentes zones, par exemple la salle d'attente, et également il y a une salle avec les infirmières pour la mission et pour l'évaluation du statut nutritionnel. Nous contrôlons également, nous vérifions s'il y a des problèmes au niveau de l'accès aux soins, des facteurs de vulnérabilité. Et après, le patient parle avec le médecin, il y a une évaluation qui concerne la santé mentale parce qu'on considère également l'impact sur la qualité de vie. Et les infirmiers et les médecins et les officiers cliniques fournissent des informations aux patients. Et donc, on fournit également un service d'éducation et consultation pour le soutien du patient. Et cela peut être, par exemple, des consultations spécifiques pour la santé mentale, par exemple. Nous avons également un dispensaire à l'intérieur de notre unité. On fournit également des prescriptions. On explique également les effets secondaires des médicaments. Nous avons également préparé un toolkit avec des protocoles qui ont la même structure et donc sont très faciles à comprendre pour tout le personnel. Et dans ce protocole, donc, il y a toutes les étapes de la consultation. Il y a également le dossier du patient CCU. Et donc, cela inclut les documents d'admission et tout ce qui est nécessaire pour le suivi et l'évaluation. Il y a également le système de référence. Le patient peut être référé. Et par exemple, à travers d'autres activités, le patient peut être référé, ce qui démontre quel est le rôle, l'importance du rôle de la communauté. Et il est également très important d'avoir une trace des pertes des patients que l'on perd pendant le suivi. Dans le CCU, il y a des critères, par exemple, des patients avec des conditions chroniques et donc qui ont besoin d'un traitement de plus de 3 mois. Par exemple, c'est le cas pour les patients avec hépatite ou problèmes de santé mentale. Et il y a également un système de référence avec des partenaires. Par exemple, dans le domaine de la sécurité alimentaire. Voici donc la situation actuelle. Le déploiement a été réalisé en avril ou mai plutôt. Et vous voyez donc le nombre d'admissions dans le point de service. Vous voyez également le nombre de patients qui ont été admis pour VIH, mais également épilepsie, asthme, bronchite. Quelles sont les recommandations que l'on peut tirer? La CCU devrait s'intégrer avec la gestion de maladies chroniques, mais après une évaluation adéquate. Et donc, il faudrait éviter l'approche en silo. Le CCU devrait être planifié au moins 6 mois avant le début des activités. Et pour ce faire, il faut avoir les ressources humaines et l'espace pour mener ce projet. Il faut identifier les profils qui sont nécessaires. Par exemple, quelle est l'équipe nationale, le personnel national qu'il faut impliquer.
au moins un docteur, un officier clinique, un infirmier au moins, et si possible un psychologue ou un psychiatre. Il faut également organiser et mettre à disposition au moins 2 ou 3 salles pour les consultations et également une zone coupe-fil, on va dire, pour diminuer le temps d'attente au moment de la délivrance des médicaments. Et il faut également avoir un protocole médical à disposition, des formations régulières et la stratégie de suivi et évaluation est très importante et doit être planifiée au début des activités. Il faut également mettre sur pied des activités pour diminuer la stigmatisation. Donc, voilà le projet pilote qui concerne l'unité de soins aux maladies chroniques et l'évaluation après une année. Notre ambition est de intégrer ce projet à l'intérieur de l'approche centrée sur le patient parce que cela va avoir un impact positif sur la vie du patient. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Voici l'équipe Malacal, toutes les personnes qui ont participé aux activités de l'unité de soins aux maladies chroniques. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Paola. Merci beaucoup pour cette présentation. Je répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section questions-réponses. Je vais maintenant présenter le prochain intervenant, Caroline Aluda, qui est une infirmière du Kenya qui a rejoint MSF en 1999. Et elle travaille à Dadaab, un des camps de réfugiés les plus grands au monde. À partir de 2014, elle est devenue coordinateur pour MSF, par exemple au Malawi, et elle travaille maintenant à Cabo Delgado. Elle va aborder le thème du VIH dans les contextes humanitaires et avec un focus particulier sur Cabo Delgado au Mozambique. À vous la parole. Alors, je vais partager avec vous cette présentation qui porte sur le VIH dans les contextes humanitaires. Tout d'abord, Cabo Delgado se trouve dans la province du nord du pays, à côté de la frontière avec la Tanzanie. Voici le contexte global concernant le VIH au Mozambique. La prévalence VIH au Mozambique, selon les chiffres INCIDA 2021, correspond à 12,5%. L'incidence annuelle du VIH dans les adultes, donc à partir de 15 ans, ce chiffre a été de 0,43% et en particulier 0,61% pour les femmes et 0,24% pour les hommes. La suppression de la charge virale est inférieure au modèle 90-90-95. Donc, vous voyez les chiffres. Comme vous le voyez dans cette diapo, les femmes, la prévalence pour les femmes dans le tranche d'âge entre 30 et 45 ans est plus élevée. Donc, plus élevée par rapport au pourcentage des hommes. Au Mozambique, le taux de prévalence correspond à 12,5%. À Cabo Delgado, c'est 10,5% qui est assez élevé. Et après, j'aimerais vous parler de cibles concernant la charge virale pour les hommes et pour les femmes. Ici, vous voyez les chiffres pour les femmes bleu foncé et hommes bleu plus clair. Voici, par exemple, la tranche d'âge entre 25 et 40
et 54 ans, la charge virale est meilleure par rapport aux autres tranches d'âge. Donc, Cabo Delgado n'arrive pas n'atteint pas la cible de 95% de charge virale. Cabo Delgado, sur toutes les provinces, le pourcentage est 42,5%, qui est qui est en dessus du taux d'acceptabilité. En dessous, pardon. Alors, traitement de diagnostic et traitement pour les femmes et les hommes. Vous voyez en bleu foncé le taux de diagnostic. Et donc, ce n'est pas un pourcentage très élevé, mais c'est en ce qui concerne le traitement, le pourcentage est 96,4% et la suppression, le taux de suppression est de à peu près 89%. Et maintenant, j'aimerais vous présenter les données qui concernent l'hospitalisation pour les patients pédiatriques, pour les enfants et les adultes. Donc, il y a et les données concernant les hôpitaux et sur les cliniques mobiles. Alors, quelle est la cause de l'hospitalisation des enfants la plus commune? C'est la malaria. VIH, c'est 0%. Mais ici, vous voyez, pour tuberculose et VIH dans les cliniques mobiles, les taux sont 5% et 3% respectivement pour les enfants, tandis que pour les adultes, c'est 7% et 5% respectivement. Concernant la mortalité des adultes et des enfants, c'est très clair que la mortalité est associée et plus associée au VIH, et donc VIH 42% et tuberculose 28% pour les cliniques mobiles, pardon, les hôpitaux. Et ici, en bas, les données concernant les cliniques mobiles. Mais les données sont assez similaires. Ici, vous voyez les nouveaux enregistrements dans le traitement ART. Il y a eu une augmentation au niveau de la réinitiation à cause et grâce à la stratégie Welcome Back, donc bienvenue. En particulier, dans le trimestre 3 2022 et 4 2022 est dû au suivi des systématiques qui a été fait sur les mères et les enfants dans cette période. La couverture et la positivité du VIH. Ça dépend également de la disponibilité des kits de test. Ici, vous avez vu qu'il y a dernièrement, donc dans le deuxième trimestre et troisième trimestre 2023, la situation est améliorée. Charge virale. Par rapport à 2021, la charge virale, d'après les échantillons, est augmentée. Donc, 378 échantillons qui ont été collectés par rapport à 2022, on en avait 120. En 2023, sur le total de 378, 108 étaient indétectables et en 2022, le chiffre était de 29. Et là, on parle de la charge virale. Il y a eu des problèmes au niveau des résultats parce que parfois, les échantillons étaient collectés, vous voyez en bleu, mais il n'y avait pas de résultats. Surtout dans cette période, cela veut dire qu'on a eu des périodes dans la manipulation et la gestion de ces échantillons. Donc,
quels sont les résultats CD4 concernant les cliniques mobiles? CD4 a amélioré. Si c'est moins de 200, on a un pourcentage de 21%. Et plus élevé de 200, le pourcentage est 19 pour cent. En 2023, on avait 443 tests collectés par rapport à 2022 et on en avait 133 échantillons collectés. Ici, vous voyez le screening TB 2022. En 2023, on a pu, on a pu travailler sur 875 kits G-Expert et après, avec TB-SMIA qui en 2029 était 182. Donc, vous voyez qu'il y a eu une amélioration entre 2022 et 2023. Quels sont donc les défis qu'il faut relever à Cabo Delgado? Le traitement du VIH n'a pas été une priorité dans le passé, surtout à cause du paludisme qui représentait la priorité. Après, il y a eu des problèmes d'accès au niveau de l'accès aux bases de données de TB et VIH, ce qui s'est traduit par une duplication des faux positifs. Et également, il y a eu des problèmes au niveau de la prophylaxie et une pénurie également des kits diagnostiques. Un autre défi, la gestion des patients avec VIH au niveau avancé et la centralisation des activités VIH et TB, tuberculose et un suivi insuffisant. La migration des patients à cause de raisons de sécurité, ce qui a compliqué le suivi, le manque de confidentialité de transmission des données parmi et entre les partenaires, les informations qui n'ont pas été mises à jour dans les bases de données entre 2020 et 2023. Par exemple, on a pu ajouter les données seulement en novembre 2023. Donc, tout ceci se traduit par une insuffisance de services fournis dans le domaine du VIH et également au niveau de la charge virale. Voici une photo qui vous montre un peu quelles sont les conséquences d'un conflit, parce qu'il y a des patients qui partent tout le temps, Et voilà pourquoi nous avons mis en place la stratégie Welcome Back, donc re-bienvenue. Voici un des objectifs que nous avons pu atteindre à Palma. Donc, par exemple, la formation d'un technicien de laboratoire Missaou pour l'élaboration de la charge virale à travers GeneXpert, la machine GeneXpert. Et voici donc la situation actuelle au niveau du système de gestion. Les patients qui ont été enregistrés avant 2022
était 5 533, d'où 186 ont été transférés à l'extérieur. Donc, 5 347 patients sont restés dans le système. Et à partir de ce montant total, 153 sont actifs dans le système. Et 521 sont morts ou bien ont arrêté la thérapie. On n'a pas de nouvelles concernant le reste, donc 4600 à peu près. Je vais donc parler maintenant d'un autre projet, Macomia, un projet partenaire. Nous avons également essayé de faire revenir les patients, qu'ils reprennent leur traitement. Donc, on a eu des nouveaux cas, 107 à fin 2023, et pour ceux qui ont initié un traitement, 104, donc avec un total de 227. Quels ont été les défis auxquels ils ont été confrontés? Eh bien, une rupture chronique de la prophylaxie. Toutes les activités sont centrées autour d'une personne, ce qui rend le suivi du programme difficile. Il y a également un manque de formation du personnel et il y a également pas de laboratoire au niveau local qui soit disponible pour des analyses d'échantillons. Donc souvent, ils sont envoyés à Pimba et il n'y a pas non plus de MRS pour le suivi des données. Donc, tous les échantillons de CD4 et de charge virale doivent être envoyés à Pemba. Pour les patients, c'est difficile d'accéder au service à cause des problèmes de sécurité. Et puis, il y a un nombre de rendez-vous annulés croissant. Il y a donc tout un travail de plaidoyer qui a été mis en place et qui est encore en cours avec les parties prenantes, avec les acteurs locaux, avec les différentes unités auprès des communautés porteuses du VIH et de la tuberculose. Donc, avec un contact plus étroit pour renforcer le contact avec les grands donateurs du pays, à savoir le Fonds mondial, la PFAR et la Banque mondiale, pour augmenter le diagnostic et le traitement du VIH et de la tuberculose, mais aussi du paludisme, et améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Ce sont des NGO au niveau local et national qui se sont impliqués là-dedans. On essaye également de sensibiliser les jeunes dans les écoles à la prévention des nouveaux cas de VIH. C'était ma dernière diapositive. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. On va maintenant, si vous voulez bien, allumer votre vidéo. Les personnes qui ont déjà fait une présentation, je vais reprendre les questions. Une première question, et je pense que je vais y répondre moi-même. Qu'est-ce que signifient les soins centrés sur la personne, sur le patient? Je pense que c'est une expression très largement utilisée parce que l'idée, c'est de centrer toutes les interventions autour des contraintes liées à chaque patient. Donc, quand on a vu dans la présentation de Jeanne, de Paola, il y a des patients qui ont plus ou moins de facilité à accéder à leur traitement. Donc, le fait d'avoir un modèle différencié de traitement, on peut adapter la réponse clinique, comme ce qui a été fait à Malakal, pour également réduire les stigmatisations et les barrières auxquelles les gens peuvent être confrontés lorsqu'ils essayent d'accéder aux services de soins. Donc,
ça veut dire adapter les services qui sont fournis en tant que prestataire de services aux patients et pas l'inverse, ce qui était le cas par le passé où en fait les gens devaient s'adapter pour eh bien rentrer dans le moule dans le cadre de la manière dont les infrastructures de santé fonctionnent. Une question que je vais poser, je pense que ça s'adresse à Jian. Présentation très intéressante. Comment avez-vous mesuré la satisfaction et l'expérience des patients avec les modèles de soins différenciés dans les différentes études? Je pense que c'est une question qui s'adresse à Jian. Et la suivante aussi pour Jian, je pense. Y a-t-il une différence d'adhérence et de satisfaction entre les hommes et les femmes et également en fonction des âges des différentes personnes ayant répondu au questionnaire? Merci Chris. Je vais répondre en français. Merci pour vos questions. J'intégrerai également la question de Douglas qui, je pense, peut être compilée avec les deux premières. Alors, on a mesuré la satisfaction de deux façons différentes. En Ouganda, à KCC, nous avons travaillé avec un anthropologue ougandais qui a donc mesuré les perceptions, la satisfaction et également les défis via des entretiens individuels, des entretiens de groupe et donc une méthode purement qualitative. À Goma, on a développé avec Dr Frank un questionnaire que l'on a adapté via d'autres questionnaires sur leur satisfaction personnelle, mais nous n'avons pas mis en place d'entretien. Donc c'était vraiment un questionnaire quantitatif avec de pas satisfait du tout à très satisfait pour plusieurs questions. Il y a une différence de satisfaction entre hommes et femmes et d'adhérence. Alors, on n'a pas mis en évidence, on n'a pas mesuré l'adhérence, mais si par adhérence, on peut parler de rétention dans les soins, on n'a pas mis en évidence qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes. Par contre, on a observé que le temps sous traitement, donc on peut considérer le temps depuis l'infection par le VIH, plus il était long et plus on retenait les gens dans le soin. Donc les personnes qui avaient été mises sous traitement il y a moins de 2 ans étaient plus susceptibles d'être perdues de vue que les personnes qui étaient sous traitement depuis longtemps. Et donc de fait, pour répondre à la question sur les âges, on a en effet observé que les plus jeunes étaient plus à même d'être perdus de vue, mais cela interagit fortement avec le temps sous traitement, voilà, puisque plus ils sont jeunes et moins de temps ils avaient sous traitement. Donc ça, c'est une question voilà qui intègre ces deux concepts. Et pour la troisième question de Douglas, alors on a très peu de personnes qui ont parlé d'insatisfaction. On voit des petits pourcentages en effet sur le graphique. Il s'agissait d'une ou deux personnes. Et je vais pas revenir sur chacune des raisons, mais globalement, il s'agissait plutôt de raisons personnelles d'interaction avec les autres membres du groupe. Voilà. Thank you very much, Jihan. If I will direct some questions at Paula. So, how do you integrate Maintenant, une question pour Paola. Merci, Jeanne. Comment intégrez-vous les soins de VIH pour vous assurer que les patients sont vus à un certain moment par un seul praticien le même jour pour intégrer donc les soins de VIH et de maladies non transmissibles? Et une autre question, qu'est-ce qui avait été fait pour diminuer le temps d'attente à Malakal? Merci pour vos questions. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Comment est-ce que c'est quoi par rapport à l'intégration? Oui, comment est-ce que vous organisez les rendez-vous en fait au sein de la clinique pour qu'une personne ait un point de contact? Oui, alors pour faire ça, on articule le planning et les professionnels de santé sont formés à cet aspect en général, on a une communauté de patients assez stable. Donc, il y a pour chaque protocole des processus très clairs en ce qui concerne le temps d'attente, comment est-ce qu'on peut assurer le suivi des différentes maladies. Eh bien, c'est la même chose si
le patient est stable, on va avoir un suivi sur tous les 3 mois. Donc, le patient va pouvoir se rendre à ce rendez-vous de suivi, d'évaluation des besoins du patient et recevoir son traitement. Donc, cela ne surcharge pas les consultations. L'un des points clés, c'est de pouvoir assurer le rendez-vous suivant des 3 mois suivants. Et pour cela, on a également formé le personnel. En ce qui concerne les temps d'attente, l'objectif, c'est que le calendrier ou le système de prise de rendez-vous fasse que les patients aient un rendez-vous récurrent et puis il n'y a pas qu'un consultant. Il y a l'infirmier, le médecin et puis également le psychologue. Et on essaye de réduire au maximum le temps d'attente une fois que le patient entre dans la clinique. Et on a également, nous aussi, un système de traitement rapide, de prise en charge rapide. En ce qui concerne une première consultation, une première approche, on doit évaluer les besoins du patient. Donc, on va faire différents examens psychologiques, de santé mentale, physique et des tests en laboratoire. Donc, tout cela représente un certain temps, mais c'est du temps qu'il faut y consacrer pour pour que l'évaluation soit complète, que le diagnostic soit complet. Merci beaucoup, Paola. 2 questions qui s'adressent plutôt à Caroline. Une de Capo Delgado, Macomia et Palma. Quelles sont les stratégies mises en place pour assurer le suivi des patients? Parce que vous avez mentionné qu'il y avait des fois des manques de suivi. Et la deuxième question, je pense pour Palma également. Qu'en est-il des interventions sur le VIH pour les personnes victimes de violences sexuelles? Je vais répondre à la première. Donc, quelles sont les stratégies mises en place pour assurer le suivi des patients? Eh bien, on a utilisé une stratégie de retour. Avec cette stratégie, on essaye de joindre le patient auprès de sa communauté, de le retrouver au sein de sa communauté. Et on a également on travaille également avec des professionnels de la communication qui sont bien avec les pairs. On travaille au sein de la communauté, donc les patients peuvent se présenter et les pairs, en fait, vont faire revenir les patients dans le processus de soins. Et pour ce qui est des victimes de violences sexuelles, je n'ai pas compris. Eh bien, la question, c'était est-ce qu'à Palma, vous avez un processus spécifique? Oui, il y a un processus en 72 heures que l'on a adapté aux victimes de violences sexuelles. Mais ce que je dirais, c'est qu'on n'a pas tant de patients qui ont subi des violences sexuelles parce que on est plutôt à 2-3 ans après les violences. Par exemple, des violences qui auront eu lieu, eh bien malheureusement, les patients se présentent après les 72 heures consécutives. Donc, on essaye de proposer plutôt une prise en charge psychologique et psychiatrique et psychosociale, donc un soutien pour ces victimes de violences sexuelles. Donc, il n'y a pas énormément de cas parce que la plupart des patients ont été pris de court par l'insurgence. Donc, il y a certains patients qui ont été victimes de viol. Donc, oui, on les a pris en charge, bien sûr, le plus rapidement possible. Est-ce que je peux juste ajouter, juste pour appuyer Caroline là-dessus, je pense qu'au début, à Cabo Delgado, nous avons 2 projets et le contexte sécuritaire est vraiment très différent de Palma. Donc,
il y a eu des priorités qui se sont accumulées et maintenant on essaye vraiment d'intégrer d'autres packages concernant le VIH et la tuberculose. Donc, ça a été très compliqué pendant longtemps de mettre en place des choses, mais comme je l'ai dit, c'est dû au contexte. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses qui se développent du côté de Palma que Macolia. Malgré tout, oui, on essaye de dupliquer ce qui se passe à Palma, à Macomia, en ce qui concerne les victimes de violences sexuelles. On essaye de leur apporter un meilleur soutien et on essaie aussi d'assurer qu'elles aient un suivi par rapport au VIH. Donc, c'était juste pour ajouter à ce que Caroline a déjà dit. Merci. Je vais peut-être poser une dernière question pour Caroline et l'équipe de Cabo Delgado. Une question qui a été posée dans le Q&A. Est-ce qu'il y a un profil récurrent chez les personnes qui sortent du processus de soins, qui sont perdues de vue dans le suivi? Oui, je dirais que le modèle qui a été utilisé à Cabo Delgado, c'était une clinique mobile. Donc, comme MSF, on était là sur le terrain dans la clinique mobile pour pouvoir distribuer les traitements de thérapie antirétrovirale. Malheureusement, il n'y a pas eu de formation pour le transport des médicaments vers les communautés. Donc, nous, on a été présents sur le terrain. On a dû reconstruire tous les groupes CAG, les groupes communautaires, les groupes de prestations au niveau communautaire. Et le système a été adapté au niveau des districts. Donc, les patients se sont tournés vers la médecine traditionnelle parce qu'ils n'avaient plus accès à l'hôpital à Palma à cause de l'insécurité et de la distance. Ok, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on a pris pas mal de temps sur les réponses. On va peut-être laisser un peu de place maintenant aux personnes qui vivent avec le VIH. Et donc, ça va être plus une discussion de table ronde. Maintenant, à ce niveau-là, je vais poser certaines questions. Donc, Patricia Acero-Ocheng, qui est présidente de la communauté internationale de personnes vivant avec le VIH au Kenya. Patricia est militante contre le VIH et elle vit avec la maladie depuis son diagnostic en 1990. Et elle est la présidente donc de cette organisation. Elle a également coordonné dans la communauté auprès d'autres associations comme Stakasa. Elle a plus d'une trentaine d'expériences personnelles avec des personnes vivant avec le VIH. Bienvenue, Patricia. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, merci. Je vais vous poser quelques questions et vous pouvez y répondre comme vous le préférez. Quels sont les principaux développements que vous avez constatés dans les changements de prise en charge dans l'Afrique de l'Est, d'où vous venez? Qu'est-ce qui a changé au cours des 30 dernières années? Qu'est-ce qui a été amélioré? Merci beaucoup. Bonjour à Carolina. Beaucoup de choses ont changé. En premier lieu, la méthode de test. On n'attend plus pour avoir son résultat. On a les kits instantanés. On peut être testé maintenant et quelques minutes après, on a son résultat. Ça, c'est une grande amélioration. Deuxièmement, le fait que maintenant, il y a des orientations par rapport au traitement. Les pays subsahariens ont mis en place des unités de contrôle qui ont été mises en place avec MSF et qui n'existaient pas auparavant. Donc, ça signifie que les pays
suivent ces lignes directrices et les gens savent quand prennent un traitement de première intention, de deuxième intention. Et il y a toutes ces orientations qui aident à mettre en place le traitement. Et puis, ce qui a changé, c'est également le suivi. Au début, quand on a commencé, tout le monde était tellement inquiet des résultats qu'on allait avoir dans le suivi. Aujourd'hui, on a cette charge virale qui apporte une amélioration du suivi. Lorsque j'ai commencé à travailler pour MSF, on prenait les antirétroviraux et cela causait énormément de décès. Aujourd'hui, le nombre de décès a diminué, donc le traitement lui-même a été amélioré. Il y a eu beaucoup d'améliorations et ce qui a été amélioré, c'est également la formation des professionnels de santé. Les traitements ont également été standardisés et la formation des professionnels de santé ont également amélioré le type de soins dont les patients bénéficient. Et puis, on a amélioré le diagnostic. Maintenant, on peut également détecter la tuberculose chez les personnes porteuses du VIH. Avant, c'était pas possible de distinguer tous les différents toutes les différentes maladies dont les personnes souffraient. Donc oui, il y a eu beaucoup d'améliorations. Avant, on appelait ça un cocktail, le traitement, tellement il y avait de médicaments. Au Kenya, on appelle ça jugo. Donc, c'est comme du gruau un peu. En fait, vous avez 6, 8, 9 comprimés dans votre main. Maintenant, on a ce traitement combiné et on va prendre 1 ou 2 comprimés uniquement au lieu de 6 à 9. Et ça nous a beaucoup aidé dans notre quotidien, dans notre bien-être. Et puis, l'efficacité des médicaments, bien sûr. Avant, on était très inquiet des effets secondaires. Je me souviens l'hypodystrophie qu'on pouvait avoir de tous ces traitements. Maintenant, l'efficacité a augmenté, les effets secondaires ont diminué, on n'a plus besoin d'en prendre autant. Les grammages aussi ont baissé. Donc ça, c'est quelque chose qui a été considérablement amélioré. Je vais vous poser d'autres questions. Vous avez mentionné pas mal de choses qui ont été améliorées et je pense que, comme vous l'avez dit avant, on prenait toute une poignée de comprimés avec différents effets secondaires. Mais la deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on pourrait encore améliorer? Parce que c'est bien d'entendre les progrès qui ont été faits, mais on aimerait également connaître ce qu'on pourrait encore améliorer, ce que vos pairs vous communiquent, ce sur quoi on devrait travailler pour l'avenir. Ce qu'il faudrait améliorer encore, c'est le type de soins qu'on peut offrir de manière décentralisée. La décentralisation, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on va décentraliser? Qu'est-ce qu'on a décentralisé? On a décentralisé les soins, j'ai entendu Caroline en parler. Est-ce que les dispensaires ont tout ce qu'il faut? Est-ce que les personnes qui vont distribuer les traitements au niveau communautaire ont toutes les compétences nécessaires? Quand on décentralise, il ne faut pas qu'on décentralise, que ce soit au détriment de la qualité des soins. Ces unités décentralisées, il faudrait également qu'elles aient des laboratoires pour qu'il n'y ait pas des systèmes parallèles de devoir transporter les échantillons à d'autres centres et qui reviennent. Et bon, après, ça perd beaucoup de temps. L'autre aspect sur lequel il faut se pencher, c'est l'intégration. Au lieu d'avoir des cliniques qui travaillent en parallèle, par exemple, revenir pour le planning familial et revenir à une autre clinique, l'intégration des services. Ça, c'est vital. Un autre aspect qu'il faut prendre en considération, c'est la sécurité. On voudrait tout intégrer, mais si on n'a pas les ressources nécessaires, on va avoir une clinique qui n'a pas en fait les services nécessaires. Donc, il faut vraiment avoir un meilleur accès aux ressources.
et puis les disciplines qu'on peut offrir en interne. Par exemple, le soutien psychosocial, est-ce qu'il y a des conseillers en interne? Quand on parle de soutien social, est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux sur place? Il y a une clinique qui a été installée à Bagadi et ça, c'est des aspects qui doivent être pris en compte. Il y a des infirmiers, des médecins, des laborantins, des pharmaciens, des conseillers. Donc, il y avait tout en un même point. On avait juste à changer de salle, salle 1, salle 2, salle 3, parce que tout le personnel était là dans un même lieu. Donc, ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous constatez que tout cela est aussi holistique que possible? Parce qu'en fin de compte, c'est l'un des points clés du webinaire d'aujourd'hui. L'accent est mis sur le patient, sur vous, Patricia, en tant qu'individu. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que tous ces éléments qui sont nécessaires aux patients soient disponibles? Comment est-ce qu'on peut améliorer cela? Oui, comme vous le savez, le VIH est une maladie complexe qui impacte les différentes facettes d'une vie. Quand on parle de soins holistiques, il faut pouvoir prendre soin de ces différentes composantes de la vie d'un individu. Si on prend en charge un aspect sans tenir compte des autres, ce n'est pas holistique. Il faut prendre soin de cette personne dans son ensemble. Je me souviens avoir rencontré un docteur qui disait envoyez-moi le patient dans l'autre salle. Mais moi, j'avais pas mal de choses à transporter. Je ne pouvais pas facilement changer de chambre. Euh, donc, si je suis prise en charge dans une salle, je veux rencontrer un praticien qui est capable de s'occuper de moi là où on m'a installé. J'ai besoin également d'avoir quelqu'un à avec qui je vais pouvoir échanger. Je vais avoir besoin de faire des examens cliniques, des tests en laboratoire. Très bien. Il y a une deuxième personne, un deuxième patient, Gazalima, qui devait être avec nous. Il est également un patient vivant avec le VIH. Je ne sais pas, Céline, s'il a été en mesure de se connecter. Non, je crois que malheureusement, sa connexion ne fonctionne pas bien, donc il n'a pas pu se joindre à nous. Bon, malheureusement, il n'a pas été en mesure de se connecter. On peut continuer notre discussion. Je pense que la dernière question, je vais la poser à Patricia également. Quelle est l'importance d'avoir une approche centrée sur le patient? Je vois que Caroline également a levé la main, donc après avoir laissé la parole à Patricia, je la donnerai à Caroline. Lorsqu'on a une approche centrée sur le patient, les patients peuvent s'approprier le traitement et il n'y a pas à faire confiance au patient parce que le patient va se l'approprier et le patient va être plus indépendant et ça va être un partenariat. Ça va pas être comme imposer quelque chose au patient. On travaille avec le patient et ça change énormément les choses. Caroline, et ensuite je vais passer la parole à Clio, je pense. Off. Caroline, on ne vous entend pas. Oui, c'est mieux. Je voulais demander à Patricia par rapport à l'autonomisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Qu'est-ce qu'on peut faire pour démystifier les stigmas autour des patients vivant avec le VIH-Sida? Thank you so much, Caroline. Merci beaucoup, Caroline.
Une des choses qui aide avec la démystification, c'est l'autonomisation. Et l'autonomisation, ça commence par la compréhension du VIH. Parce que dans les communautés, il y a beaucoup de fausses rumeurs qui circulent autour du VIH. Donc, informer sur la maladie, sur le traitement également, que le patient comprenne en quoi consiste son traitement et ce que ça leur permet de faire, ce qui aide également à démystifier, c'est cette question de la charge virale. Si ma charge virale n'est plus détectable, alors ça veut dire que je ne vais plus transmettre le virus. Et MSF doit prendre en compte également les droits humains des patients. Ici, au Kenya, il y a eu un procès parce qu'ils ont harcelé les femmes. Donc, les questions de droit également. Les patients doivent être informés de leurs droits. Merci beaucoup, Patricia. Je vais maintenant laisser la parole à Cléo et je vais la présenter avant tout. Donc, elle est une conseillère pour les communautés de personnes vivant avec le VIH et elle est point focal et elle est spécialisée en France, en conseil clinique et en Grèce. Elle a travaillé avec les migrants et les réfugiés depuis 15 ans. Elle travaille dans différents endroits de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est. Elle apporte son soutien aux patients porteurs de VIH. Cléo, vous avez écouté ce que les personnes ont présenté avant vous et est-ce que vous voulez nous donner votre retour d'expérience sur ce qui est important pour les patients également. D'abord, l'intégration de toutes ces approches pour les professionnels de santé qui travaillent avec des personnes vivant avec le VIH. On a vu un peu ça avec Malakal, où il y a des cliniques qui essayent d'intégrer ou plutôt d'avoir des cliniques multidisciplinaires pour limiter, comme Patricia l'a dit, la nécessité de faire plein d'allers-retours. Comment est-ce que vous avez vu concrètement ça se mettre en place sur le terrain et quels sont vos retours d'expérience? Merci beaucoup, Christopher, et bonjour à tous. Merci également aux présentateurs précédents d'avoir aussi brièvement proposé tout ce qui existe dans les programmes de VIH à travers le monde. Christopher, je voulais juste mettre en avant un point et après je vais reprendre ce que Patricia a mentionné précédemment et leur apporté à l'intégration à différents niveaux, pas seulement au niveau des établissements de santé, mais également au niveau communautaire. Je crois que le mot-clé ici, c'est de faire le lien et d'essayer de voir la qualité de la relation entre les personnes vivant avec le VIH et les professionnels de santé. Donc, tout type de rôle, chacun doit participer à un moment différent et dans un contexte différent avec la personne qui a une maladie chronique telle que le VIH. Mais quelle est la composante clé? Les personnes doivent être vues comme des personnes tout d'abord et après comme des patients. Et quel est le focus quelle est l'importance qu'il faut accorder à cette relation? Parce que nous, en tant que professionnels de santé, on a des connaissances dans la prescription des traitements, diagnostics, soutien, mais en même temps, nous devons savoir et reconnaître que l'expert, le plus grand expert, est le patient, la personne qui vit dans cette condition chronique.
Pendant une consultation, je me pose la question, combien de temps on consacre à la qualité de cette communication? Nous sommes vraiment ouverts à écouter le patient et à nous essayer de nous adapter aux exigences spécifiques du contexte de la personne, parce que chaque personne peut avoir des exigences particulières. Dès que la personne fait partie d'un programme de soins chroniques pour le VIH. Pour moi, cette conversation, ce dialogue avec les personnes est crucial pour comprendre quelles sont les exigences de chaque patient et encore plus important, comment ensemble nous pouvons identifier un programme de soins sur la base de ces exigences, des obstacles si présents, et également sur la base des atouts de chaque personne. Et cela va avoir des conséquences également au niveau de la rétention dans le soin, de l'adhésion, ainsi de suite. Est-ce que ça a du sens? Oui, tout à fait. En effet, on s'est posé la question, quelle est l'importance du patient à l'intérieur du processus? Et vous avez dit que vous avez déjà répondu à cette question parce que la personne peut contribuer énormément à ce processus. Et si on n'a pas cet espace pour le dialogue, on ne peut pas apprendre ce que le patient peut nous offrir, peut nous apporter. Et Patricia a déjà parlé des différentes composantes parce que la personne n'est pas seulement le VIH ou la TB, la tuberculose, hein. La personne est faite également d'autres composantes, pas que la maladie. Et après, j'aimerais également poser une autre question qui concerne quelque chose de plus pratique. Comment pouvons-nous considérer les attentes du patient, les souhaits du patient et comment peut-on vraiment les traduire en réalité dans le cadre également de ce dialogue? Comment pouvons-nous vraiment adapter nos actions pour satisfaire les besoins, les exigences des patients? Très bonne question. Alors, tout d'abord, il faut un programme de soins individualisé. Donc, il faut une discussion avec toutes les parties et faire une planification. Donc, comment donner, administrer le traitement, où administrer ce traitement, ainsi de suite. Il est très important d'organiser de façon régulière. Je crois que dans la première présentation, on a également parlé d'enquête de satisfaction des patients parce que il peut y avoir différents types d'évaluations et je dirais que chaque projet a également des psychologues et des professionnels qui peuvent discuter avec le patient pour évaluer et discuter avec eux quelle est la façon la plus appropriée pour traduire en réalité les souhaits et les exigences des patients. Bien évidemment, on écoute et on planifie, on fait la planification ensemble. Et ensemble, c'est le mot le plus important parce qu'on peut dire, OK, il y a cette exigence, cette autre exigence. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait après? On peut proposer A, B, C de notre côté. Non, il faut discuter ensemble et avec la communauté. Et la communauté peut dire, hein, OK, quelle est la façon la plus appropriée? Quelles sont les solutions pratiques que l'on peut mettre à disposition dans le programme? Et c'est la façon pour être le plus efficace possible. Très bonne réponse. Il ne faut pas également oublier que ce webinaire est organisé par le groupe de travail sur VIH et Épicentre. Et donc, à ce propos, quelles sont les marges d'amélioration? Dans quel domaine on pourrait améliorer, par exemple, la recherche dans ce domaine? Et c'est une question pour Patricia, si elle est encore connectée.
Vous m'entendez? Alors, quelle était la question? S'il y a une liste de souhaits, donc par exemple, en termes de recherche, quels sont les domaines dans lesquels il faudrait mener de recherche pour améliorer la condition des personnes qui vivantes avec le VIH? Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Alors, par exemple, je crois qu'il faudrait approfondir la recherche sur les femmes avec VIH parce que je crois que il faut de la recherche dans ce domaine. Et également la tuberculose dans les femmes enceintes. Donc, premier thème que vous avez proposé, les femmes qui vivant avec le VIH. Parce que peut-être il y a des symptômes spécifiques, des changements spécifiques qui sont vécus par les femmes. Et donc, c'est ça que vous suggérez qu'il faudrait comprendre un peu plus. Oui, le rôle de DVT, par exemple, et le vieillissement, le processus de vieillissement, parce que les femmes vieillissent très rapidement. Il y a vraiment une différence. Et également des questions de santé mentale, parce qu'il y a énormément de cas de dépression. Je crois qu'il faudrait mener des recherches dans ce domaine. C'est bien noté, merci. Alors, il y a beaucoup de questions qui se répètent un petit peu, que je vais rassembler. Par exemple, on parle des modèles différenciés de traitement. On a parlé des CAG, Cyclades, différents modèles. Comment pouvons-nous adapter ces différents modèles aux différentes conditions? Par exemple, il y a les migrants qui sont très mobiles et après, il y a des zones de conflit et avec des personnes qui sont déplacées, avec des problèmes concernant la sécurité. Et voilà pourquoi il faut des modèles différenciés de soins. Je sais que Caroline a parlé également des cliniques mobiles, mais je ne sais pas si vous avez d'autres propositions, d'autres suggestions à rajouter. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Une chose, peut-être qui est liée à la plateforme digitale. Par exemple, on pourrait avoir un identifiant unique pour chaque personne et comme ça, la personne peut avoir accès aux médicaments partout avec un identifiant unique. Et après, une autre suggestion serait de vivre vraiment tout à côté des personnes vivantes avec VIH pour savoir vraiment quelle est la vie réelle de ces personnes. Par exemple, quand j'ai travaillé avec les personnes qui venaient de Turkana, d'autres venaient de Kisumu et elles devaient venir à Nairobi. Et parfois, 10 kilomètres, ils devaient faire 10 kilomètres. Et c'est très difficile de faire un seul groupe, même au niveau des transports. Je crois qu'il faudrait également assurer un coupe-fil, donc une voie accélérée, une voie plus rapide. Merci beaucoup pour ces réponses. En effet, j'ai vu des expériences des modèles différenciés en Ouganda et au Congo et c'est très intéressant. 40% des patients dans nos sites préféraient le modèle classique. C'était intéressant à observer. Pour certains, ils venaient tous les 3 mois pour rencontrer des personnes. C'était un peu une opportunité pour rencontrer la communauté faite de personnes qui étaient dans la même situation. Ils pouvaient discuter, ils ne vivaient pas dans le même village, dans les mêmes communautés. Voilà pourquoi certains patients préféraient
aller vraiment dans les centres pour pouvoir rencontrer des personnes, discuter, et d'autres étaient et préféraient plutôt l'autre modèle parce qu'ils étaient des pêcheurs, ils travaillaient. Donc, comme vous dites, Patricia, il faudrait vraiment discuter avec les personnes pour comprendre quelles sont les entraves, les difficultés, quelles sont les idées spécifiques, parce que les patients peuvent nous dire exactement comment nous pouvons satisfaire les exigences et on pourrait se rencontrer à mi-chemin. Et c'est vraiment une collaboration pour faire en sorte que tout le monde puisse être satisfait. Parce que de cette façon, nous pouvons rendre le système beaucoup plus efficace. Et, et les patients peuvent même nous dire où sont les boulots d'étranglement, quels sont les problèmes à résoudre. Encore quelques remarques. Je crois que la discussion qu'on a pu faire a été vraiment de très haut niveau, mais on a encore quelques petites minutes pour des remarques avant de clôturer. Si ce n'est pas le cas, Caroline, votre main est levée? Non, non, je l'avais fait avant. Non, je n'avais pas levé la main. Alors, ce webinaire est le premier d'une série de 3 et les thèmes vont peut-être changer, mais finalement, le message principal est que le patient est au centre de toute action que nous pouvons mener parce qu'on peut avoir une clinique parfaite qui n'est pas utilisée, qui est vide en réalité. Il faut faire en sorte que l'accès aux soins soit possible, donc éliminer les entraves pour les patients et donc créer un système qui est facile pour le patient, qui est efficace et pour le patient et pour les professionnels. Mais également, il faut optimiser les ressources parce que nous savons très bien que la crise montre son impact partout dans le monde et MSF a dû faire tout le possible pour optimiser les ressources. Donc, si on peut trouver un modèle qui satisfait les besoins de tout et chacun, et les patients, et les professionnels, et l'établissement, et le système en général, je crois que, fin des comptes, tout le monde serait content. Alors, je ne vois pas de main levée. Vous pouvez le faire à Cléo, peut-être? Oui, j'aimerais juste en rajouter encore une chose, si possible, parce que nous avons parlé des soins différenciés, également de la livraison des traitements, mais il ne faut pas oublier que les personnes qui sont plus en difficulté et qui doivent relever des défis seraient intéressées à dire quel est le type de traitement de soins différenciés qui pourrait marcher pour eux. C'est le premier point. Et peut-être on pourrait mener une autre recherche sur ce thème. Oui, tout à fait. Jeanne peut donner des informations ultérieures à ce propos. Très brièvement, le modèle différencié de soins parfois exclut des personnes qui sont plus dans la condition de besoin. Et c'est le cas, par exemple, en Ouganda, on a discuté avec les autorités, on a décidé de créer des exceptions, même pour les patients qui sont instables, par exemple. Du point de vue clinique, ne sont pas stables. Cette personne de avoir un accès au choix. Donc, cette personne doit pouvoir choisir parmi les différents modèles. Parce que si la personne ne prend pas les médicaments, alors la personne ne peut pas venir à la clinique. Et tandis qu'il faudrait donner la possibilité d'avoir un accès plus facile aux médicaments. Donc, tout à fait. Je dirais que c'est 5%, 10 personnes qui ont des
problèmes de type social, des problèmes économiques, des problèmes ne peuvent pas se permettre le transport pour aller au centre et peut-être ils sont dans une condition de handicap, différents types de conditions qui compliquent un peu les choses. Et en effet, il faudrait cibler cette catégorie des patients. Tout d'abord, pour augmenter leur visibilité, les rendre plus visibles, mais également pour proposer des solutions et les écouter. Merci beaucoup à vous tous. Je crois qu'on a pris un peu de retard, mais finalement pas tellement. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup pour le temps consacré. Merci beaucoup à l'équipe derrière les différents projets, Malakal, Goma, Cabo Delgado, KCC en Ouganda. Merci beaucoup également à Cléo et à Patricia qui ont partagé avec nous leur expérience personnelle. Merci beaucoup à Céline et à toute l'équipe qui ont travaillé énormément pour organiser ce webinaire et au groupe de travail sur le VIH. Merci beaucoup à vous tous, à tous les participants en ligne. Merci pour avoir participé à ce webinaire et j'espère que vous pourriez également participer au deuxième webinaire de cette série. Merci beaucoup.